Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un drame qui soulève une fois encore la problématique des habitations menacées en ruine. Une personne a trouvé la mort dans l'effondrement d'une maison dans le quartier de Oued Haddan, dans l'ancienne Médina de Tanger. Selon les premiers témoignages recueillis par nos équipes sur place, il s'agirait d'un homme. Le bilan provisoire est d'un mort et de 2 blessés. Pour rappel, il y a 2 mois, le 9 septembre dernier, une enveloppe budgétaire de 54 millions de dirhams a été allouée pour le financement du programme de confortement et de traitement des constructions menacées en ruine dans l'ancienne Médina de Tanger. C'est une affaire qui a éclaté en juillet dernier, qui avait suscité l'indignation, celle de Hanan, qui aurait été violée puis torturée à mort. Souvenez-vous, la jeune femme avait été filmée nue, plaquée à terre et subissant les pires sévices sexuels et psychologiques, des images qui avaient fait le tour des réseaux sociaux. Les audiences dans le cadre de cette affaire qui a secoué l'opinion publique ont démarré aujourd'hui. Reportage Abdelhamid El-Morabit et Melody Zindine sur un récit de Amina Mkhalq. L'examen de l'affaire du viol et du meurtre de Hanan est reporté au 2 décembre. La chambre criminelle près la cour d'appel de Rabat en a décidé ainsi, car sur les 10 mises en cause, les 2 accusés en liberté provisoire ne se sont pas présentés à l'audience. Les 2 accusés ont demandé un délai pour préparer leur défense, chose qu'ils vont certainement retenter par la suite. Mais nous espérons que l'examen de cette affaire démarrera début 2020. Parmi les 8 mis en cause en détention, il y a le principal suspect accusé d'homicide volontaire, de séquestration accompagnée de torture ou encore d'attentat à la pudeur avec violence. Pour les autres prévenus, les chefs d'accusation varient entre la non-dénonciation de crimes, l'enregistrement et la diffusion d'une photo de la victime à des fins de diffamation et la non-assistance à personne en danger. Nous avons demandé la liberté provisoire pour certains accusés car la cruauté de ce crime ne doit pas avoir, à notre avis, d'impact sur des personnes qui ont pour unique tort de s'être retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment. Je parle précisément du cas de 3 personnes accusées d'avoir reçu la vidéo et de ne pas l'avoir signalée. Une vidéo d'une violence inouïe qui remonte au 8 juin dernier, relayée sur les applications de messagerie instantanée. Ces images choquent montrent la jeune Hanan, 34 ans, très affaiblie, et son agresseur qui lui fait subir les pires sévices avant de l'assassiner. La terrible tragédie survenue à Hail Bellah Haraba soulèvera l'indignation et la colère, ce qui poussera des centaines de personnes à se rassembler devant le Parlement pour dénoncer ce crime abject. Le Conseil national des droits de l'homme se positionne en faveur du changement de certaines dispositions du code pénal marocain. Liberté individuelle, interruption volontaire de grossesse, liberté de culte. Un mémorandum a dans ce sens été remis au Parlement. Quelles sont les principales recommandations de ce document? Élément de réponse avec Mehdi Soufiane. Le mémorandum du Conseil national des droits de l'homme a été adressé au président des 2 chambres du Parlement et aux groupes parlementaires. Le Conseil appelle à adopter un code pénal qui protège les libertés et où sont pourvus les principes de légitimité, de nécessité et de proportionnalité des lois. Le CNDH émet plusieurs recommandations concernant de nombreux aspects. Il préconise la non-prescription des actes de torture. Il appelle également à la criminalisation de l'incitation à la violence, à la haine et à la discrimination. Le Conseil souhaite également une nouvelle définition du viol, afin de mieux protéger les victimes et à l'étendre notamment au viol conjugal. Concernant le volet relatif à la vie privée, le CNDH recommande de changer l'intitulé du chapitre du Code pénal relatif à l'outrage aux bonnes mœurs et le remplacer par « protection des libertés individuelles ». Le Conseil appelle ainsi à la suppression des articles criminalisant les relations sexuelles entre personnes majeures et consentantes. Concernant l'avortement, le CNDH appelle à revoir la législation pour protéger la santé physique, sociale et psychique de la femme. Le Conseil national des droits de l'homme appelle aussi à l'abrogation de l'article 222 du Code pénal qui punit d'emprisonnement la rupture publique du jeûne durant le mois de Ramadan, et cela pour mettre en conformité le texte juridique avec les normes internationales des droits de l'homme. Enfin, le Conseil national des droits de l'homme affirme espérer que le Parlement assurera pleinement son rôle de moteur indispensable dans la consolidation de la démocratie et de l'édification de l'état de droit.
Un mot à présent sur cette entrevue entre le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, notamment en matière de formation des ressources humaines et de renforcement des compétences professionnelles. Le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe s'est également exprimé sur le développement socio-économique que connaît le royaume. Il s'est dit impressionné par les aspects du progrès et de développement que connaissent les provinces du sud du royaume. Nous ouvrons la page internationale avec le Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi après l'attaque revendiquée par le groupe terroriste Daesh contre un camp du Nord, la plus meurtrière depuis des années pour l'armée malienne. 49 soldats ont été tués ce week-end dans l'attaque d'un camp près du Niger dans le nord-est du pays. En Algérie, les tribunaux sont toujours à l'arrêt. Cela fait maintenant 1 semaine que les magistrats sont en grève contre une décision du ministère de muter plusieurs milliers d'entre eux. Face aux critiques, le syndicat national de la magistrature avait rappelé il y a 2 jours que les magistrats devaient assurer le service minimum. Les développements avec Mehdi Soufiane. Ces images ont été prises à la cour d'Oran. Les forces de sécurité interviennent face à des magistrats présents au sein de la cour et qui tentaient d'empêcher l'installation de juges nouvellement mutés. Cette séquence a fait le tour des réseaux sociaux. Elle témoigne de la poursuite du bras de fer entre les autorités algériennes et les magistrats qui sont en grève depuis le 27 octobre dernier. À cause de ce mouvement de grève, les procès de manifestants du mouvement de contestation ont été reportés. La grève des magistrats intervient dans un contexte marqué par la poursuite de la contestation populaire. Les manifestants se sont de nouveau rassemblés vendredi dernier pour la 37e semaine consécutive. Les protestataires rejettent la tenue de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Ils réclament le départ du système lié à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika avant l'organisation de toute consultation électorale. De son côté, la commission électorale algérienne annonce avoir validé les dossiers de 5 candidats à la présidentielle, dont 2 ex-premiers ministres. La contestation en Irak a repris un tour violent avec des affrontements dans le centre de la capitale Bagdad. Les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants. Pour la première fois en 10 jours, 4 manifestants ont été tués par balle près du consulat iranien à Kerbala, dans le sud de l'Irak. Depuis quelques jours, la colère des protestataires qui réclament la chute du régime se concentre sur l'Iran, l'une des 2 puissances agissantes en Irak avec les États-Unis. Le mouvement de protestation entre dans sa 3e semaine au Liban. Depuis le 17 octobre, des centaines de milliers de manifestants ont envahi les places des principales villes pour crier leur colère face aux dirigeants accusés de corruption et d'incompétence dans un pays en proie à une grave crise économique. Aujourd'hui, les contestataires, comme on le voit sur ces images, ont bloqué plusieurs axes de circulation au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation massive, illustrant leur mécontentement face aux promesses de la classe politique qui n'ont pas réussi à enrayer ce soulèvement inédit. Retour à l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration invités par la CGEM pour un débat autour du thème projet de loi de finances 2020 pour la consolidation de la confiance et la relance de l'investissement. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre de l'Économie, Mohamed Belchaboun. Donc ce que nous allons débattre, c'est l'ensemble des mesures en nombre de 7 qui ont été prévues dans la loi de finances pour renforcer la confiance, des mesures qui permettent aux contribuables de manière générale, qu'ils soient particuliers ou entreprises, de pouvoir régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration des impôts et également vis-à-vis de l'office d'échange. Et donc de partir sur de nouvelles bases, sur des bases saines, pour construire une relation de confiance à l'avenir. Je rappelle que les assises de la fiscalité qui ont été tenues au mois de mai dernier sont sorties avec un certain nombre de recommandations, dont la principale, c'est l'élargissement de l'assiette fiscale et en même temps d'aller progressivement vers une équité fiscale. Et cette équité doit être construite après avoir assaini le passé. Et donc nous avons estimé que l'année 2020 pourrait être l'année où il faut tourner la page pour construire sur des bases nouvelles et solides.
Accompagner les entrepreneurs et porteurs de projets grâce à des formations spécifiques entièrement gratuites, c'est ce que propose Dar al-Muqawil, tout un dispositif d'accompagnement et de soutien qui propose également une plateforme web dédiée à l'accompagnement des très petites entreprises, les TPE, qui représentent plus de 90% du tissu économique et qui constituent un des piliers du développement économique. Depuis le lancement de ces centres, il y a 3 ans, 1800 séances de formation ont été dispensées. Exemple à Tanger avec ce reportage de Sder Benzina et Farid Reitou, le récit est de Oussama Boukali. Nous sommes à Dar al-Muqawil, à Tanger. Un espace de formation et d'accompagnement dédié aux porteurs d'idées. Dans les locaux de cette banque, ils ont la possibilité de rencontrer experts, banquiers et entrepreneurs profitant de leur expérience et connaissances pour toutes les étapes de leur projet. J'ai bénéficié de formations diversifiées, dont une concernant la création d'entreprises. J'ai beaucoup appris sur le volet relations clientèle et e-commerce. L'accompagnement, l'écoute et le partage, ce sont là les différentes valeurs de ce programme qui accompagnent tout un chacun, quelle que soit la nature et la taille du projet. Mais outre la réalisation d'une étude de marché ou encore la stratégie commerciale, les porteurs de projets profitent surtout du networking qui leur permet de trouver investisseurs et clients potentiels. Pour établir des réseaux et atteindre certains marchés, nous organisons des rencontres pour leur permettre de créer de l'emploi. Au total, grâce au programme Dar al-Muqawil, 21 000 entrepreneurs et porteurs de projets ont profité des formations, ouvrant ainsi devant eux les portes de l'entrepreneuriat. Et pour parler de cette stratégie d'accompagnement, avec moi sur le plateau, Mehdi Boukhari. Mehdi, bonsoir. Bonsoir, Hassan. Alors Mehdi, en quoi consiste ce dispositif de soutien à l'entrepreneuriat et concrètement, comment est-ce qu'il aide ces porteurs de projets à créer leur entreprise? Hassan, en fait, tout projet d'entreprise démarre avec une idée brillante et souvent très simple. Toute la philosophie de ce programme d'Al-Muqawil qu'on vient de voir dans ce reportage est de permettre à chaque porteur de projet de devenir un entrepreneur. Le chemin est certes lent et périlleux, Hassan, mais certains abandonnent même en cours de route. Mais ce genre d'initiative est là pour donner confiance à ces entrepreneurs en herbe et de leur dire qu'au final, il est aujourd'hui possible de réaliser son rêve d'entreprendre. Comment? Tu me diras, Hassan. En effet, dans les 9 hubs régionaux des centres d'Al-Muqawil installés partout au Maroc, des formations sont dispensées à ces futurs entrepreneurs et à ces PME, TPE, que ce soit en gestion de trésorerie, d'établissement, d'un business model ou encore en marketing et en stratégie. Au démarrage, le porteur de projet n'a pas forcément besoin de financement, mais plutôt d'un conseil avisé. Et ce cursus de formation est de nature à lui donner ces bons outils pour avancer dans son aventure, de l'idée à la création effective de son business. Ces actions d'accompagnement des différentes institutions bancaires ont déjà existé par le passé, mais qui se sont intensifiées ces dernières semaines, surtout après le dernier discours de Sa Majesté Mohamed VI, qui a appelé les banques marocaines à faciliter l'accès au crédit et de mieux accompagner ces PME, TPE et ces auto-entrepreneurs. Alors, vous avez parlé, Mehdi, de l'auto-entrepreneuriat. Quels sont les avantages qui sont offerts par ce statut, surtout aux jeunes porteurs de projets? C'est un concept qui séduit à la fois par sa simplicité et par ses multiples avantages, notamment fiscaux. Ce n'est pas par hasard que 114 000 personnes au Maroc ont déjà adhéré à ce régime. Plus besoin d'avoir un local pour exercer votre entreprise. L'auto-entrepreneur est aussi dispensé de présenter un bilan comptable à l'administration fiscale et il est assujetti à une fiscalité réduite, 1% d'impôt à peine sur le chiffre d'affaires pour les activités industrielles, commerciales et artisanales et un petit 2% pour les prestations de services. C'est un nouveau tissu entrepreneurial qui est en train d'émerger au Maroc à un rythme accéléré et qu'il faut soutenir et viabiliser puisqu'à peine 47% de ces entrepreneurs demeurent actifs. Les banques marocaines sont par conséquent appelées aujourd'hui à s'ouvrir davantage à cette nouvelle génération d'entrepreneurs et de leur dédier des produits financiers spécifiques des porteurs de projets d'auto-emploi, et c'est important, Hassan, qui ont besoin d'accompagnement, de procédures simplifiées et surtout d'un accès facile au crédit. Merci Mehdi pour cet éclairage. On vous retrouve tout à l'heure avec toute l'info éco dans Eco News. À tout de suite.
Direction à présent Ben Guerir qui abrite la deuxième conférence ministérielle annuelle de l'initiative AAA, l'initiative africaine d'adaptation au changement climatique, une solution pour lutter contre l'insécurité alimentaire et le changement climatique en Afrique. L'initiative AAA avait été lancée au Maroc en 2016 pendant la COP22. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chehina. Apporter une réponse innovante et concrète aux défis posés par le changement climatique en Afrique. Tel est l'objectif de cette conférence qui a réuni plusieurs experts internationaux en la matière. L'occasion de rappeler les deux principaux phénomènes impactés par le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire et la dégradation des sols agricoles. L'agriculture est très liée au sol, et surtout en Afrique, et la dégradation des sols. C'est un phénomène qui s'accentue avec le changement climatique et on a débattu pas mal d'expériences, pas mal de recommandations scientifiques et au niveau du Maroc, on a partagé avec les présents l'expérience du Maroc. Le futur de l'humanité va s'écrire en Afrique et par une transformation des systèmes agroalimentaires africains. Puisque en fait l'agriculture et l'alimentation sont au cœur des transformations et dans le même temps sont de manière absolument inédite sujets à tout un tas de risques et en particulier celui du changement climatique. Lancée au Maroc en 2016 pendant la COP22, l'initiative AAA vise à aider l'agriculture africaine à s'adapter au changement climatique et bénéficie du soutien actif de plus de 33 pays africains, dont le Maroc, le Bénin, le Burkina Faso ou encore le Cameroun, qui lui aussi souffre d'importants dérèglements climatiques. Nous, particulièrement au Cameroun, nous observons donc des changements climatiques dans les irrégularités des pluies, surtout au nord Cameroun, où en ce moment nous avons des inondations à cause du réchauffement climatique. Nous avons parfois des sécheresses avec des pluies qui viennent tardives. 6 des 10 pays les plus menacés par le réchauffement de la planète se trouvent en Afrique, sachant que le continent n'émet que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et possède 65% des terres arables du globe. La page santé de ce journal est consacrée à la dépression chez les personnes âgées. L'ennui, la perte de proches ou la nostalgie d'une époque passée peuvent en effet favoriser les épisodes dépressifs. Les seniors sont ainsi particulièrement exposés. Alors voici quelques conseils pour un meilleur accompagnement dans ce reportage de Maryam Amlel et Hicham Souni. Le récit est de Amina Bkhal. 20% des adultes de 60 ans et plus souffrent d'un trouble de santé mentale, selon l'OMS. Parmi ces troubles, la dépression qui affecte le quotidien de 5 à 7% de ces personnes âgées. Plus le patient avance dans l'âge, plus le déséquilibre hormonal est important. Les dysfonctionnements de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la noradrénaline font partie des principales causes de la dépression. Certaines maladies comme Parkinson ou encore les troubles de la thyroïde peuvent également favoriser l'apparition de symptômes de l'état dépressif. Parmi ces symptômes, une fatigue intense, des troubles du sommeil et la perte d'appétit. Des signes qui ne trompent pas selon les spécialistes. Ils recommandent ce qu'on appelle une psychothérapie de soutien. Il s'agit d'un travail sur soi pour identifier les causes de la dépression. Cette psychothérapie de soutien repose sur l'évaluation de la santé mentale et des capacités cognitives, comportementales et physiques du patient. Ces thérapies nécessitent généralement l'implication de l'entourage et des proches de la personne en état de dépression. Si un suivi médical est souvent indispensable, une nouvelle hygiène de vie peut faire la différence. Plus d'exercice physique et d'interaction sociale diminuent, selon plusieurs études, les facteurs de risque chez les 60 ans et plus. Un petit bol d'air frais à présent, avec tous ses espaces verts et sa ceinture verte de 1063 hectares, la ville de Rabat s'est engagée depuis plus d'une décennie dans une démarche éco-responsable, réputée pour être une agglomération verdoyante. Rabat est une cité modèle des villes vertes. Si le ratio des espaces verts par habitant préconisé par l'OMS est de 10 mètres carrés par habitant, cette moyenne est de plus de 20 mètres carrés par habitant dans la capitale. Reportage Yann Douglali, Mustafa Saïdouni, le récit est de Mehdi Foudi. C'est à travers la création et l'aménagement de nombreux jardins, parcs et espaces verts que Rabat, ville lumière, ne cesse de conforter sa vocation de ville verte. La capitale du royaume adopte depuis plusieurs années une démarche écologique soucieuse de l'environnement, offrant ainsi un cadre de vie agréable pour ses habitants.
Cette ville a réussi à préserver son environnement. Les espaces verts sont partout, ils nous procurent une énergie positive. Durant ces dernières années, Rabat a connu une valorisation remarquable de son potentiel paysager. Cela a permis l'embellissement du milieu urbain de la ville entière. La capitale développe son espace vert grâce à sa politique d'urbanisation et d'aménagement qui fait de la valorisation et la sauvegarde de l'environnement un outil essentiel de son développement durable. Nous travaillons sur une politique environnementale qui vise à exploiter davantage les énergies renouvelables afin de réduire la consommation d'énergie dans la ville. Dans le cadre du développement durable de la ville, un projet de réutilisation de l'eau filtrée pour l'irrigation des espaces verts a été approuvé en octobre dernier par le conseil de la région Rabat Salé Kenitra. Son enveloppe budgétaire s'élève à 140 millions de dirhams. Nous terminons avec de la musique, la soirée de clôture du Festival des Andalousies Atlantiques à Essaouira. La dernière artiste qui est montée sur scène est une véritable icône, Raymonde El Bedaouia, qui a littéralement envoûté le public en interprétant les plus grands classiques du répertoire marocain. Ce sont des images de Youn Sebah, le récit est de Salima Benab. Son arrivée était très attendue. Raymonde El Bedaouia est heureuse. Le public l'est encore plus. Sur scène, celle que l'on surnomme la perle orientale a littéralement fait chavirer le cœur du public souéri. Il faut dire que la reine du Chabi est une habituée des lieux. Le constat qui est fait de la profondeur et de la renaissance d'Essaouira et des messages qu'elle porte, et aussi de ce qui peut nous être apporté par nos partenaires venus du monde entier ou d'autres villes dans le Maroc qui sont désireux de consolider cette démarche. Donc voilà, 2019 a été une édition bénie à tous égards et nous en repartons bien sûr épuisés mais tellement heureux. Et c'est encore une fois un signal très fort que le Maroc envoie à tous les autres sur l'art de tous les possibles. Ici, les gens se rencontrent. Ce festival permet aux Marocains venus des 4 coins du monde, États-Unis, Argentine, Canada, tous les Marocains, qu'ils soient juifs ou musulmans, de se rencontrer, de discuter ou même de se revoir. Le destin fait qu'ici, certains perdus de vue se revoient. C'est ça la beauté de ce festival. Fidèle à sa tradition, le Festival des Andalousies Atlantiques ouvre sa scène aux artistes venus d'horizons divers, à l'image de Asma El-Zarq. C'est l'une des plus belles voix du melhoun marocain. Sur scène, elle a interprété quelques-uns des plus grands classiques de ce répertoire poétique. Je suis très heureuse de participer à ce festival et d'être aux côtés des autres participants très prestigieux. C'est une fierté. Quelques instants plus tôt, le grand maître Ben Omar Zieni, figure incontournable de la musique judéo-marocaine, a interprété sur cette même scène ses plus grands succès pour le plus grand plaisir du public. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce drame qui soulève une fois encore la problématique des habitations menacées en ruine. Une personne a trouvé la mort dans l'effondrement d'une maison dans le quartier Oued Ahardan, dans l'ancienne médina de Tanger. Selon les premiers témoignages recueillis par nos équipes sur place, il s'agit